Votre avis sur la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy prononcée dans ce même discours de Dakar en juillet 2007 sur l'homme africain qui n'est pas assez entré dans l'histoire. Comment vous l'avez reçu, ça? Ouais, ça a été très mal perçu, je vois bien ce qu'il voulait dire, pour des raisons. Sous la plume d'Henri Guénaud. Sous la plume de Guénaud, probablement pour 1000 raisons, l'Occident a acquis la suprématie sur le reste du monde entre le 15e et le 16e siècle. Les peuples indiens d'Amérique du Nord, du Centre et du Sud l'ont vécu assez dépend. À partir de là, l'Occident est devenu déterminant. Et au XVIIIe et XIXe siècle, il y a eu la même chose. Il a conquis, opprimé, exploité l'Afrique, avec l'Afrique subsaharienne notamment, avec l'épisode de l'esclavage, qui ne peut pas ne pas avoir laissé des traces profondes sur le continent et aussi dans les Caraïbes. Donc, il faut prendre conscience de ça. Je crois que j'étais très content d'entendre Madame dire que laisser entendre qu'il ne faut pas que vous en soyez esclave non plus, captif de cette mémoire, parce que sinon, ça serait un ressassement qui vous figerait. Et vous avez raison, on est à la 3e génération de dirigeants depuis l'indépendance. Il faut commencer à leur dire, qu'est-ce que vous faites de notre Afrique? Le colon s'est tiré il y a 50 ans, il a encore des rapports paternalistes ou économiques, un peu, mais on peut plus lui imputer directement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il faut dire aussi, je m'excuse d'être un peu long, mais l'indépendance des années 60, on leur impose le modèle de l'État-nation, qui est déterminant pour la légitimité internationale. Les Nations Unies ne reconnaissent que l'État-nation. C'était pas dans leur structure mentale, c'était pas dans leur structure politique, c'était pas leur approche du bien commun. Du jour au lendemain, des technos, des diplos quelconques occidentaux découpent des États-nations, on fout à la tête le type de l'ethnie un peu dominante, ou un sous-off, ou un officier qui a servi sous armée française ou anglaise, et puis on lui dit, tu te démerdes avec ça, tu auras un drapeau et tu vas bâtir une nation. Il n'y avait pas encore la Coupe d'Afrique des Nations, on savait pas trop comment faire ces nations. Et tu vas faire un État et une nation. L'État, c'est pas dans les structures mentale politique de l'Africain, pour 1000 raisons fort respectables, et Compaoré, le président du Burkina, a bien raison de tenir compte comment dirais-je, du fonctionnement intérieur. Et la nation, elle a encore très peu de légitimité dans l'inconscient collectif. Donc, pitié pour ces dirigeants qu'on accuse de tous les maux. Il nous a fallu des siècles pour arriver à bâtir l'État-nation, et encore, les Français, un jour sur deux, ont envie de jeter, à part Monsieur l'oncle, qu'on évanderait, les députés à la Seine. Alors, pitié pour eux. Mais n'ont-ils pas tout de même, ces dirigeants africains, depuis 50 ans, une part de responsabilité dans le destin de leur continent, dans le sens où ils ont accepté de rester, d'une certaine façon, assujettis aux anciennes puissances coloniales? Dans une certaine mesure, oui, mais la nécessité de construire un État, ou appelez-le autrement, c'est évident, parce que sinon c'est le tribalisme, c'est l'ethnie, et c'est les conflits de frontières, etc. Donc il y avait quand même là-dessus une nécessité. Mais ce qui a entraîné les difficultés que nous connaissons encore aujourd'hui, et Denis Tillinac, amicalement je lui dis, il a eu un petit lapsus tout à l'heure, parce qu'il dit qu'avez-vous fait de notre Afrique? Mais c'est pas notre Afrique, c'est la leur. Je confesse que voilà. Mais bon, peu importe que votre discours est juste. Mais moi, ce qui m'a frappé dans le discours de Dakar, il y a évidemment la fameuse phrase contestée, mais je l'ai lu, relu et relu, 17 pages de donneurs de leçons. C'est ça qui est terrible. Alors, bien écrit, à la Guénaud, c'est comme vous voulez, mais il y avait, puis cette phrase, on peut l'interpréter effectivement différemment, mais 17 pages de donneurs de leçons dans un discours qui commence « Je ne suis pas là pour donner des leçons ». Or, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment tourné la page de la France-Afrique. Ajoutez à cela, je ne le dis pas par polémique, mais c'est la vérité, j'ai vu se dérouler cette histoire, François Mitterrand et Jacques Chirac aimait profondément l'Afrique. Profondément l'Afrique. Sarkozy n'aime pas l'Afrique. C'est comme ça. Enfin, la France-Afrique, elle date pas de Sarkozy. J'en conviens parfaitement. Mais il est un acteur les fautes de la France-Afrique, elles datent du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Je n'exonère pas les deux septennats de Donc François ça veut dire que la France a une part de responsabilité. Elle a nui quelque part au développement de ces 14 ex-colonies en continuant en coulisses de tirer les ficelles, voire en favorisant l'émergence de régimes corrompus. Avec l'aval des dirigeants des pays africains. L'aval pas tous. Quand la France fait une élection, par exemple, c'est le cas récemment en Mauritanie ou au Gabon, c'est pas avec l'aval de tout le monde. C'est quelque chose d'organisé.
j'aimerais quand même... Mais répondez-moi sur la France responsable. Non, alors moi je dirais, il y a quand même un élément dont il faut tenir compte, c'est l'ethnicisation de la vie politique. C'est-à-dire, dans l'absence lorsqu'il n'y a pas d'État, il ne peut pas y avoir de développement. Donc il est important aujourd'hui que le dirigeant africain ait une idée de nation et non pas de compte à rendre, voire de sollicitation ou de démarche vers uniquement son ethnie et son clan. Il est très important que cette notion de nation soit développée pour pouvoir développer les États. Sans cette volonté de créer des États, vous n'y arriverez pas. J'aimerais votre avis sur ce qui est dit dans un livre paru récemment, qui a jeté un pavé dans la mare, de l'universitaire zambienne Dambisa Moyo. Ce livre s'appelle L'aide fatale. Il est paru chez Jean-Claude Lattès et il est consacré à l'aide financière internationale dont l'Afrique bénéficie depuis des décennies. Et c'est pour Dambisa Moyo une des causes principales du retard pris par l'Afrique dans son développement. Je la cite: l'aide est source de paresse chez les dirigeants africains. Elle leur apparaît comme un revenu permanent. Ils n'ont pas d'incitation à chercher d'autres moyens de financer le développement à long terme de leur pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, elle a absolument raison, et c'est drôle parce que ça vient d'une zambienne, c'est-à-dire une anglophone, mais c'est particulièrement valable pour les pays francophones qui ont le franc CFA en commun. Ça, c'est encore l'un des bastions à prendre pour devenir réellement indépendant. Le franc CFA, personne n'en parle, sauf peut-être le président Wade de temps en temps, est pris en otage par la France. Donc les 80 à 85% des réserves sont détenues ici, où les pays africains ne peuvent pas avoir de politique monétaire, on ne peut pas avoir de politique économique. Ça, c'est un gros dossier qui est posé là, personne n'ose y toucher. Et donc, l'aide a-t-elle eu un effet pervers? Et donc, ça fait qu'on a des réflexes d'attendre que les choses se passent, que quelqu'un d'autre règle les problèmes. Ça, c'est certain. Et que ça fait du mal. Mais cela dit, puisqu'on ne peut pas en parler terrain, on ne peut pas non plus faire l'économie d'aide. Il y a des programmes d'aide qu'on ne peut pas supprimer en disant que l'Afrique, on va faire que du business. Ça a été aussi une philosophie. Non seulement Dambisa Moyo, elle dit que ça nuit au développement de l'Afrique, elle dit aussi que l'aide financière est l'un des supports majeurs de la corruption et qu'elle encourage les guerres civiles. Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de guerres sur le continent africain depuis les indépendances des pays dont on parle. Elle encourage les guerres civiles pour en prendre le contrôle de cette aide financière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? C'est pas l'aide en elle-même qui a été perverse, c'est la façon dont elle a été attribuée. Exemple, pendant des années, le FMI, le Fonds monétaire international, a donné de l'argent à l'Afrique sous des conditions terribles de gouvernance, d'exigences économiques qui n'étaient pas appropriées à la situation de ces pays. Elle dit aussi qu'elle l'aide maintient l'Afrique dans un état de dépendance. C'est une réalité. Elle est sous perfusion. Oui, mais son livre, il est vrai que c'est un pavé dans la mare. Il est effectivement provocateur parce qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Prenons l'exemple. L'aide par rapport aux soins est nécessaire. L'Afrique seule ne peut pas financer les problèmes de santé publique. Donc l'aide aujourd'hui est tout à fait... Voilà, c'est important que l'aide soit présente. Mais il est vrai que cette notion de dépendance est une réalité, c'est intéressant. Son livre est très intéressant parce que ce pavé qui jette dans la mare doit créer une réactivité qui permettra aussi, sans doute, à nous, voire aux Africains, de prendre leurs vraies responsabilités. Mais d'autant que l'Afrique est riche en ressources naturelles, pétrole, uranium, métaux précieux. Pourquoi est-elle le dernier continent à en profiter? La redistribution. Parce qu'elle ne contrôle rien, elle ne contrôle rien. L'un des échecs, puisqu'on dit aujourd'hui que 50 ans plus tard c'est un échec, c'est parce qu'il n'y a pas d'économie en Afrique. Il n'y a pas d'économie autre que des économies de rente. C'est-à-dire, vous avez du pétrole, vous exportez du pétrole, vous savez même pas combien vous en exportez. Les tarifs, c'est pas vous qui les fixez, ça profite plus à des barils. L'uranium, pareil pour tout. Donc sur place, il n'y a pas de croissance. On est resté à des économies extrêmement primitives. Donc ça ne change pas parce que les gens n'ont absolument aucun contrôle sur leurs propres matières premières. Et toutes ces ressources bénéficient à des métropoles qui sont situées en dehors de l'Afrique. Ça, c'est connu. Donc, à partir de là, on peut continuer, mais je voulais juste dire que si on fait encore l'un des échecs, pour moi, l'un des échecs principaux je dirais de la relation France-Afrique sur les 50 ans, c'était sur le choix des dirigeants. On parle de Lumumba, mais
on a chaque fois qu'il y a eu des leaders qui étaient courageux et qui étaient visionnaires, et bon, qui allaient commettre des erreurs forcément, mais qui pensaient à créer une nation sur d'autres bases que particularistes, etc. Eh ben, ces gens ont été empêchés de progresser. Et ça, c'est l'un des échecs permanents. Et aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, et surtout les anciennes colonies françaises, c'est un problème fondamental de leadership. C'est le problème numéro 1. Pas partout.